Chapitre 9. La famille Dashwood était actuellement tout à fait établie à Barton, et s'y trouvait mieux de jour en jour. Leur habitation simple et commode, leur petit jardin, tout ce qui les entourait leur était devenu familier, et leurs occupations journalières, qui avaient tant d'attrait pour ces jeunes personnes à Norland, avant la mort de leur bon père, et qui depuis ce triste événement avaient perdu plus de la moitié de leur charme, se retrouvaient en entier dans cette demeure. Elle n'éprouvait que des sentiments doux et consolants, et la mère et les trois filles ne cessaient de se féliciter de leur changement de demeure. Si George Middleton venait les visiter tous les matins, et n'ayant pas l'habitude de voir sa femme occupée à rien d'agréable ou d'utile, il ne pouvait assez s'étonner de les trouver toujours à travailler ou à étudier. Elle n'avait presque pas d'autre visite que la sienne, car malgré ses sollicitations réitérées de leur faire connaissance avec tout son voisinage, en leur disant que son équipage serait toujours à leur service, l'esprit indépendant de madame Dashwood s'y était absolument refusé et l'avait emporté même sur son désir de l'amusement de ses filles. Elle déclara positivement qu'elle ne verrait que les personnes chez qui elle pourrait aller à pied en se promenant. Le nombre de celles-là était fort borné, et même la maison la plus rapprochée de la chaumière, après le parc, ne leur offrait pas de ressources de société. Dans une de leurs excursions du matin, les jeunes filles avaient découvert, environ à 1 mille et demi de la chaumière, dans l'étroite et charmante vallée d'Altenham, qui suivait celle de Barton, un ancien et respectable château qui, en leur rappelant celui de Norland, intéressa leur imagination et piqua leur curiosité. Elles s'informèrent à qui il appartenait. Elles apprirent avec regret que c'était à une dame âgée, d'un très excellent caractère, nommée Madame Smith, mais malheureusement trop infirme pour être en société, qu'elle ne sortait jamais de chez elle et n'y recevait personne. Toute la contrée abondait en promenades délicieuses et variées. La vallée offrait dans les jours de chaleur des ombrages frais, et de presque toutes les fenêtres de la maison, l'on voyait des collines qui invitaient d'aller respirer sur leur sommet un air pur et vivifiant, et d'aller admirer les plus beaux points de vue. Il avait plu pendant 2 jours, et les habitantes de la chaumière avaient été retenues chez elles. Dans la matinée du 3e jour, le temps était encore douteux, mais Maria, ennuyée de la retraite, voulut faire une promenade. On apercevait quelques raisons de soleil à travers des nuages pluvieux. Madame Dashwood et Elinor refusèrent de l'accompagner. L'une préféra ses livres et l'autre ses pinceaux, au danger d'être mouillée. Maria persista, assurant que le temps serait parfait au haut de la colline, et prenant sous le bras sa petite sœur Emma, toujours en train de courir. Elles prirent le chemin de la colline la plus rapprochée. Elles la montèrent avec gaieté, riant de la peur de leur maman et de leur sœur Elinor, se félicitant d'avoir eu plus de courage, admirant comme le ciel devenait bleu, comme l'herbe et le feuillage étaient verts et rafraîchis, comme un air agréable soufflait autour d'elles. « Non, disait Maria, il n'y a point au monde de félicité supérieure. Emma, si tu le veux, nous nous promènerons au moins pendant 2 heures. » « De tout mon cœur, dit la petite, et je plains bien Elinor et maman de n'être pas avec nous. » Ainsi, s'encourageant l'une l'autre, elles poursuivirent leur route, quoique le ciel commençât de s'obscurcir et le vent d'être plus fort. Quand soudainement, les nuages réunis au-dessus de leur tête fondirent en eau et qu'une averse de grosse pluie tomba sur elles. Surprises et chagrines, elles s'arrêtèrent. Pas un arbre, pas un abri. Elles étaient alors au-dessus de la colline, et la maison la plus rapprochée était leur chaumière. « Nous serons bientôt en bas, dit Emma en prenant sa course. On descend bien plus vite qu'on ne monte. Viens, Maria, prenons le sentier qui mène directement devant notre porte. » Maria s'élance aussi, et dans leur robe blanche, descendant aussi rapidement, elles devaient ressembler à quelque distance aux boules de neige qui commencent les avalanches. Maria était sur le point d'atteindre sa sœur lorsqu'un faux pas sur cette pente rapide et glissante la fait tomber. Emma la voit à terre, entend son cri, mais involontairement entraînée par la vitesse de sa course, il lui est impossible de s'arrêter pour aller à son secours. Elle arrive au bas de la colline en sûreté et court dans la maison pour que leur domestique vienne soutenir sa sœur si par malheur elle ne peut pas marcher seule. Un gentilhomme avec un fusil et 2 chiens qui le suivaient avait passé sur la colline et se trouvait à 20 pas de Maria quand son accident lui arriva. Il jeta son fusil et courut pour lui aider à se relever. Elle-même l'avait essayé, mais son pied s'était trouvé engagé et elle s'était donné une telle entorse qu'il lui fut impossible de rester debout.
Elle venait de retomber encore et paraissait souffrir beaucoup quand le chasseur arriva près d'elle. Il lui offrit ses services, mais voyant que sa modestie refusait ce que sa situation rendait nécessaire, il l'enleva dans ses bras sans qu'elle pût se défendre, et d'un pas sûr et ferme, quoique très prompt, il la porta au bas de la colline. La porte de leur jardin n'était qu'à quelques pas. Emma l'avait laissée ouverte. Il y entra, le traversa rapidement, et suivant immédiatement Emma qui venait d'arriver et qui ouvrait la porte de la chambre, il y porta Maria et ne la quitta que quand il l'eut placée dans un fauteuil. Elinor et sa mère se levèrent en grande surprise lorsqu'ils entrèrent. Elles ne comprenaient rien à ce qu'elles voyaient. Emma et le beau jeune homme, car il était jeune et beau, parlaient à la fois. La douleur de Maria et la confusion de la manière dont elle avait été amenée lui imposaient silence. Madame Dashwood fit taire Emma et l'ange gardien de Maria, car il ressemblait vraiment à un ange, en demandant excuse de la manière dont il s'était introduit, raconta ce qui en était la cause, avec tant de grâce et de sensibilité que l'admiration déjà excitée par une figure d'une beauté remarquable redoubla encore par le son de sa voix et par son expression. Quand il aurait été vieux, laid et d'une figure commune, la reconnaissance de madame Dashwood aurait été la même pour le service rendu à son enfant chéri. Mais l'influence de la jeunesse, de la beauté, de l'élégance donna un intérêt de plus à cette action et réveilla tous ses sentiments. Elle le remercia 1000 et 1000 fois, et avec cette douceur, cette politesse qui régnait dans toutes ses manières, elle l'invita de s'asseoir. Mais il s'y refusa absolument, étant très mouillé, et pensant que la malade avait besoin de soins, que sa présence retardait peut-être. Il prit congé de ces dames, madame Dashwood n'insista pas, mais le pria de lui faire au moins connaître à qui elle avait cette obligation. Il répondit que son nom était Willoughby, et sa demeure actuelle, le château d'Altenham, qu'il espérait qu'on voudrait lui permettre de venir le lendemain s'informer du pied foulé de mademoiselle Dashwood, ce qui lui fut accordé avec plaisir. Il partit alors, et pour se rendre encore plus intéressant, par des torrents de pluie. Aussitôt que le pied de Maria fut pansé, et même en le soignant, l'entretien ne tarit pas sur lui. C'était à laquelle admirerait le plus sa figure mâle et d'une beauté peu commune, la grâce et la noblesse de son maintien, le choix de ses expressions, sa galanterie chevaleresque avec Maria, que ses sœurs plaisantèrent un peu sur son embarras en se voyant enlevée par un être qu'à sa beauté elle aurait pu prendre pour le chasseur Endémion ou pour Adonis. Elle l'avait beaucoup moins regardé que les autres, émue, interdite, et de sa chute et de la manière dont elle était revenue chez elle. Elle cachait avec sa main sur laquelle elle s'appuyait la rougeur de ses joues, mais cependant elle l'avait assez vue pour joindre ses éloges à ceux de sa famille, avec ce feu, cette vivacité qui embellissait tous ses discours. Elle avoua que c'était précisément là l'idéal qu'elle s'était toujours formé d'un héros de roman. Et dans son action, quand il l'avait emportée si promptement, sans lui donner ni se donner à lui-même le temps de la réflexion, il y avait une rapidité de pensée qui lui plaisait extrêmement. Chaque circonstance qui lui était relative était intéressante. Son nom était bon, sa résidence dans leur village favori, des chiens remarquablement beaux aussi dans leur espèce, et qui l'avaient accompagné jusque dans le salon, lui paraissaient très attachés, parce que sans doute il était bon pour eux. Enfin, Maria trouva bientôt qu'une veste de chasse était le costume qui seyait le mieux à un jeune homme. Son imagination était occupée, ses réflexions agréables, son cœur doucement agité, et la douleur de son entorse à peine sentie. Sir George vint à la chaumière dès que le premier intervalle de beau temps lui permit de sortir. Il apprit l'accident de Maria qui, avant qu'on eût achevé de lui raconter, lui demanda vivement s'il connaissait un gentilhomme du nom de Willoughby, demeurant à Altenham. « Willoughby » s'écria-t-il. « Quoi ? Ce cher garçon est ici ? C'est une bonne nouvelle. J'irai à Altenham demain, et je l'inviterai à dîner pour jeudi. »« Vous le connaissez donc beaucoup ? » dit madame Dashwood. « Si je le connais, bien sûrement. Il vient à Altenham toutes les années. »« Et quelle opinion avez-vous de lui, Sir George ? » ?»« La meilleure du monde. Un excellent garçon, je vous assure. Il chasse bien, il danse à merveille, et il n'y a pas en Angleterre un homme qui monte à cheval plus hardiment. »« Et c'est là tout ce que vous avez à dire de lui ?» s'écria Maria indignée. « Sa personne et ses manières sont, il est vrai, au-dessus de tout éloge. Il n'y a qu'à le voir un moment. Mais quel est son caractère quand on le connaît plus intimement ? Quels sont ses goûts, ses talents, son génie ? Aime-t-il la littérature, les beaux-arts et la bonne compagnie ?» Sir George parut embarrassé. « Sur mon âme, dit-il,
Je ne puis pas vous répondre un mot sur tout cela, mais je puis vous dire qu'il est un agréable et bon camarade, et qu'il a les plus jolies petites chiennes d'arrêt que j'ai vues de ma vie. Les avait-il avec lui aujourd'hui? Elles sont noires, le museau et les pattes marquées de feu, une tache blanche au poitrail, deux charmantes petites bêtes sur mon honneur. Il avait des chiens qui sautaient beaucoup autour de lui, dit Maria, mais elle n'avait pas plus remarqué leur manteau et leur espèce que Sir George, le génie et le caractère de leur maître. Mais qui est-il? dit Elinor. D'où est-ce qu'il vient? A-t-il une maison à Altenham? Sur ce point, Sir George pouvait mieux répondre. Il leur dit que M. Willoughby n'avait aucune propriété dans le comté, qu'il demeurait au château d'Altenham, chez la vieille dame Smith, qui était sa grande-tante, et dont il devait hériter. Oui, Miss Elinor, c'est une bonne capture à faire, je puis vous l'assurer. Et outre cet héritage qui ne lui manquera pas, car il fait bien sa cour à la vieille dame, il possède déjà une très jolie terre en Somersetshire, et si j'étais à votre place, je ne le céderais pas à ma sœur cadette, en dépit de ses roulades en bas de la colline. Que diable! Mademoiselle Maria ne peut pas espérer de garder pour elle seule tous nos beaux garçons. Le colonel Brandon sera jaloux si vous n'y prenez garde. Je ne crois pas, dit madame Dashwood avec un aimable sourire, que M. Willoughby soit en danger d'être capturé, comme vous dites, par l'une ou l'autre de mes filles. Elles n'ont pas été élevées à cet emploi dans leur enfance et n'y entendent rien. Vos beaux garçons, de même que les riches, peuvent être fort tranquilles avec nous. Je suis charmée cependant d'apprendre, par ce que vous dites, que ce bon jeune homme est estimable et bien né, et qu'on peut le recevoir. Oui, reprend Sir George, c'est un très bon et très aimable garçon. L'automne dernier, à un petit bal au parc, je me rappelle qu'il dansa depuis 8 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin, sans s'asseoir une seule fois. Vraiment, dit Maria, avec ses charmants yeux étincelants, et sans paraître fatigué? Lui, pas du tout. À 8 heures du matin, il était à cheval pour sa chasse. Eh bien, dit Maria, j'aime cela. Un jeune homme doit être ainsi. Quoi qu'il fasse, il doit y être entièrement, sans se lasser, sans se rebuter. Je suis sûre qu'il ferait de même pour tout, pour ses affaires, pour ses devoirs. Quant à cela, je l'ignore, dit Sir George. Mais ce que je vois clairement, c'est qu'il a fait votre conquête, Miss Maria, et que le pauvre Brandon n'a plus qu'à se retirer. Je ne sais ce que vous voulez dire, dit Maria avec un peu de fierté. Je déteste cette expression de conquête. Je ne songe point à faire des conquêtes, je vous assure, et personne n'a fait la mienne. Sir George éclata de rire. Que vous le vouliez ou non, vous en ferez, lui dit-il, et quelqu'un une fois fera la vôtre. Je vois ce qui va arriver, je vois très bien. Et il s'en alla en répétant « Heureux Willoughby, pauvre Brandon !» Chapitre 10. L'ange gardien de Maria, comme Emma l'appelait avec plus d'élégance que de précision M. Willoughby, arriva de bonne heure le matin suivant. Il fut reçu par madame Dashwood avec plus que de la politesse. Elle y mit une forte nuance d'affabilité, et sa reconnaissance, et le témoignage que Sir George lui avait rendu, se réunissaient en sa faveur. De son côté, il put s'assurer pendant leur visite de tout le mérite de la famille dans laquelle le hasard l'avait introduit. Manières nobles, esprit, bonté, affection mutuelle, tout s'y trouvait réuni. Quant à leur charme personnel, ils n'avaient pas eu besoin d'une seconde visite pour en être convaincus. Et c'est ici le moment de tracer en peu de mots le portrait de la mère et des 3 sœurs. Madame Dashwood avait été charmante, sans être ce qu'on appelle une beauté. C'était une brune, claire, des yeux bruns, des traits qui n'avaient d'abord rien de remarquable, mais dont chacun avait son attrait particulier, et cet accord qui fait le charme d'une physionomie. La sienne était très mobile. Tout ce qui passait dans son âme s'y peignait à l'instant. Ses yeux étaient pleins d'expression et son sourire annonçait la bienveillance et la bonté. Sa taille était moyenne et bien prise. À 40 ans, elle avait conservé cet avantage et elle marchait aussi bien, aussi légèrement que ses filles. En la voyant de loin, on l'aurait prise pour leur sœur. Mais de près, on s'apercevait que ce visage agréable encore était flétri par des impressions vives et que ses yeux, un peu éteints, avaient versé bien des larmes. Elinor avait les cheveux, les cils, les sourcils de la même teinte que ceux de sa mère, c'est-à-dire châtain, brun, mais elle avait ainsi que son père les yeux d'un beau bleu foncé, et son regard était plein de douceur et de sensibilité. Une belle peau, peu colorée, sans pâleur, et tous les traits réguliers. Elle était petite, et sa figure pleine de grâce était remarquablement jolie,
Tous ses mouvements étaient doux et moelleux. Maria était beaucoup plus frappante de beauté, quoique ses traits ne fussent pas aussi corrects que ceux de sa sœur, mais sa physionomie était plus animée. Elle était grande, élancée, tous les détails charmants. Le port et le mouvement de sa tête avaient quelque chose d'enchanteur. Ses cheveux étaient noirs, ainsi que ses yeux, dans lesquels brillait une vie, une intelligence telle qu'un seul de ses regards disait toute sa pensée et pénétrait au fond de l'âme. Son teint était assez brun, mais plus coloré que celui d'Elinor, et sa peau unie, transparente, lui donnait un éclat singulier. Son sourire, qui ressemblait à celui de sa mère, avait une expression de finesse et en même temps de bonté qui le rendait irrésistible. Son front, ombragé à demi par ses cheveux et ses sourcils d'ébène, était parfait. Il était impossible de la voir sans s'écrier « Oh, qu'elle est belle! Quelle charmante créature !» Emma, à 13 ans, promettait d'être aussi bien jolie à 18. Elle était blonde et très blanche, gaie, vive, légère, naïve, une figure spirituelle et gracieuse. C'était une délicieuse enfant. Telles étaient les 4 femmes au milieu desquelles se trouvait le beau Willoughby. Ses yeux allaient de l'une à l'autre, mais s'attachèrent bientôt tout à fait sur Maria. La veille, sa souffrance et plus encore son embarras l'avaient empêchée de paraître à son avantage. À peine avait-elle osé regarder celui qui venait de la porter dans ses bras. Mais ce jour-ci, rassurée par l'accueil qu'il recevait de sa mère, par sa propre reconnaissance, par ce qu'elle avait appris de lui, elle reprit sa vivacité, son aisance naturelle. Elle lui parla, elle l'écouta, et put bientôt se convaincre par elle-même qu'il avait l'usage du monde, le ton parfait, qu'il unissait la politesse à la franchise, la douceur à la vivacité, et quand elle l'entendait déclarer qu'il aimait la musique avec passion, alors ses beaux yeux brillèrent de tout leur éclat, et il put y lire la permission de profiter du voisinage et de revenir souvent, sans avoir besoin de prétexte. Avec Maria, il n'y avait qu'à nommer un de ses amusements favoris pour la faire parler avec enthousiasme. Elle ne pouvait pas rester froide et silencieuse, et ne mettait ni timidité ni réserve dans ses discussions qu'elle savait rendre très intéressantes. Dès qu'elle eut découvert que Willoughby avait les mêmes goûts et que leur passion de musique et de danse était mutuelle, leur entretien s'anima, et ils se trouvèrent penser sur tous les points exactement à l'unisson, porter les mêmes jugements sur les compositeurs, sur les différentes danses, et ce sujet fut longtemps inépuisable. Encouragée par ses rapports à pousser plus loin son examen, elle parla de littérature et de ses auteurs favoris, et retrouva encore la même sympathie. Leurs goûts étaient exactement semblables. Les mêmes livres, les mêmes passages les avaient frappés. Ou s'il y avait quelques légères différences, si quelque objection s'élevait, c'était seulement pour que Maria pût déployer son éloquence irrésistible. Il aurait fallu qu'un jeune homme de 25 ans fût bien insensible pour ne pas céder à la force des arguments sortis d'une aussi belle bouche et accompagné d'un regard qui portait la conviction au cœur. Willoughby finissait par acquiescer à toutes ses décisions, partager son enthousiasme, et longtemps, avant la fin de la visite, il conversait avec la familiarité d'une ancienne connaissance. « Fort bien, Maria, dit Elinor, aussitôt qu'il les eut laissés. Pour une matinée, vous êtes bien avancée dans vos découvertes sur notre nouveau voisin. Vous avez déjà pénétré son opinion sur toutes les matières importantes. Vous savez ce qu'il pense de Shakespeare, de Cowper, de Scott. Vous êtes certaine qu'il apprécie ses auteurs comme il le doit, qu'il sent comme vous leur beauté. Vous avez reçu l'assurance de son admiration pour Pope, pour Milton. Mais si notre connaissance avec M. Willoughby doit se prolonger, je suis un peu en peine de vos entretiens. À la manière dont vous y allez dès le premier jour, vous aurez bientôt épuisé tous les sujets. Une visite suffira pour lui faire expliquer ses sentiments sur la peinture, une autre sur l'amour et le mariage, et vous n'aurez plus rien à lui demander. « Elinor !» s'écria Maria. « Êtes-vous sincère, êtes-vous juste? Croyez-vous donc mes idées si bornées? Mais non, j'entends ce que vous voulez dire, ma grave Elinor. Ma raisonnable sœur trouve que j'ai été trop à mon aise, trop franche, trop heureuse. J'ai manqué sans doute au décorum. J'ai été ouverte et sincère quand je devais être réservée, maussade, ennuyeuse et hypocrite. Si je n'avais parlé à M. Willoughby que du temps, des chemins, de la vue, et que je n'eusse ouvert la bouche que toutes les 10 minutes, ce reproche m'aurait été épargné. « Mon cher amour,
dit madame Dashwood. Vous ne devez pas être fâchée contre Elinor, c'est un badinage. Je la gronderais moi-même si elle était capable de mal interpréter votre entretien avec votre nouvelle amie. Vous avez été tous les deux très aimables. Maria fut adoucie et donna la main à sa mère et à sa sœur. Willoughby, de son côté, prouva tout le prix qu'il attachait aux bontés de la famille Dashwood en venant les réclamer chaque jour, et souvent 2 fois par jour. Son prétexte fut d'abord de s'informer de l'accident de Maria, mais avant même que son pied fût guéri, il n'avait plus besoin de prétexte, et il était reçu comme un intime ami aurait pu l'être. Maria fut obligée d'être quelques jours sans marcher. Cette contrainte lui eût été insupportable avant sa chute. À présent, elle aurait voulu prolonger son mal pour ne point sentir et avoir toujours Willoughby à côté. À présent, elle aurait voulu prolonger son mal pour ne point sortir et avoir toujours Willoughby à côté d'elle. Chaque jour, chaque instant, il lui paraissait plus aimable. Beaucoup de connaissances et d'esprit, avec si peu de prétentions, une imagination si vive et si brillante, une répartie si prompte, tant de feu dans ses expressions et de sensibilité dans son cœur. Cette exaltation qui colore tous les objets et joint à tous ses avantages une figure si belle, si noble, une physionomie à la fois animée et régulière, et un son de voix enchanteur, etc., etc. Voilà ce que Maria trouvait et répétait, en allant toujours en crescendo d'éloges. Peut-être son pinceau était-il un peu trop flatteur, mais il est sûr que ce jeune homme paraissait à tout égard formé pour lui plaire et l'attacher, et remplissait à merveille cette destination. Sa société devint peu à peu absolument nécessaire au bonheur de Maria et à son existence. Ils lisaient, ils parlaient, ils chantèrent ensemble. Son talent pour la musique égalait presque celui de Maria, et il déclamait les beaux vers de Cowper, avec cette chaleur, ce sentiment de la belle poésie qui manquait si totalement au pauvre Edward Ferrars. Madame Dashwood, qui ne voyait que par les yeux de sa chère Maria, qui la trouvait parfaite en tout point, aimait celui qu'elle aimait et qui avait tant de rapports avec elle, la sage Elinor même le trouvait très séduisant, mais ne pouvait s'empêcher de blâmer en lui, ainsi que dans sa sœur, cette franchise excessive, ou plutôt cette imprudence qui leur faisait dire tout ce qu'ils pensaient sur chaque sujet, sans aucune attention aux personnes et aux circonstances. Peu importait à Willoughby de blesser ou de contredire l'opinion des autres, pourvu qu'il flattât celle de l'objet d'une préférence qu'il déclarait, éprouvait hautement, en n'ayant d'attention que pour Maria, en ne voyant qu'elle seule au milieu du cercle le plus nombreux. Elinor trouvait à cette conduite un manque de délicatesse pour celle qu'il préférait et de politesse pour les autres, qu'elle ne pouvait pas approuver en dépit de tout ce que Maria pouvait dire pour l'excuser. Elle commençait à s'apercevoir, la pauvre Maria, qu'elle avait eu tort à 18 ans de désespérer de trouver un homme qui réalisât ses idées de perfection. Willoughby lui paraissait tout ce que son imagination pouvait créer de plus accompli. C'était sans doute son bon ange qui l'avait amené là au moment de sa chute. La sympathie avait agi sur tous deux au même instant. Avant la création du monde, ils étaient destinés à se rencontrer, à s'aimer, à s'unir pour leur vie. Leur mariage était écrit au ciel de tout temps. Ce rapport inouï dans leurs opinions, leurs goûts, leurs sentiments en était la preuve, et toute cette conduite lui assurait qu'il y pensait sérieusement. Madame Dashwood aussi, avant que 15 jours se fussent écoulés, pensa exactement comme sa fille, mais peut-être un peu plus qu'elle, aux richesses dont Sir George lui avait parlé, et secrètement, elle se félicitait d'avoir obtenu du sort 2 gendres, tels qu'Edward Ferrars et Willoughby. La préférence du colonel Brandon pour Maria, qui avait été sitôt découverte par ses amis, fut remarquée par Elinor quand tous les autres cessèrent d'y faire attention. On ne remarqua plus que son heureux rival, et Madame Jennings, voyant bien positivement qu'il n'y avait nul espoir de mariage avec le colonel, l'abandonna complètement et dit qu'elle s'était trompée pour la première fois de sa vie, que le colonel Brandon ne songeait pas à Maria, qu'il était en effet trop âgé pour elle, que le jeune et charmant Willoughby lui convenait beaucoup mieux, et qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Elinor pensait tout autrement sur le colonel. Elle découvrit seulement alors que son attachement pour Maria n'était que trop réel. Le redoublement de sa tristesse, une émotion pénible qu'il cherchait à cacher et qui perçait malgré lui quand Maria causait avec Willoughby, tout confirmait à Elinor qu'il était très amoureux et très malheureux.
quel espoir pouvait avoir un homme de 35 ans, sombre et silencieux, opposé à un amant de 10 ans plus jeune et 20 fois plus séduisant? Elle sentait bien que ce dernier convenait mieux à Maria sous tous les rapports, mais elle ne pouvait s'empêcher de plaindre du fond du cœur le colonel et de désirer qu'il pût retrouver son indifférence, puisque son amour ne pouvait avoir aucun succès. Elle l'aimait, et malgré sa gravité et sa réserve, il lui inspirait un grand intérêt. Ses manières, quoique sérieuses, étaient douces, et cette réserve paraissait plutôt être la suite de quelques peines que la disposition naturelle de son caractère. Sir George avait insinué quelques mots qui justifiaient ses soupçons, qu'il avait été malheureux, et d'après cela, il lui inspirait du respect et de la compassion. Peut-être que cette estime et cette tendre pitié s'augmentèrent par la légèreté avec laquelle Maria et Willoughby parlaient de lui. Parce qu'il n'était ni jeune ni brillant, il paraissait décidé à ne lui trouver aucun mérite. Le colonel Brandon, disait un jour Willoughby, est précisément de cette espèce d'homme dont chacun dit du bien et que personne ne recherche. On est, dit-on, enchanté de le voir et on n'a rien à lui dire. C'est exactement ce que je pense de lui, s'écria Maria. Ne vous en vantez pas, dit Elinor, car c'est une injustice. Il est aimé et hautement estimé par tous les individus de la famille du parc, qui sont charmés de l'avoir chez eux. Et moi, je ne le vois jamais sans désirer de causer avec lui. Votre protection, mademoiselle, dit Willoughby, prouve certainement en sa faveur. Mais quant à l'estime des habitants du parc, vous me permettrez de la prendre plutôt comme un reproche. Celui qui rechercherait l'approbation de Lady Middleton et de Madame Jennings ne trouverait que l'indifférence de toutes les autres femmes. Mais peut-être, dit Elinor, que votre critique et celle de Maria contrebalanceraient le suffrage de Lady Middleton et de sa mère. Si leur éloge est une censure, votre censure est peut-être un éloge, et elles ne sont pas plus incapables de discerner le vrai mérite que vous êtes injuste et prévenue. Je ne reconnais pas votre douceur ordinaire à ce reproche, dit Maria. Le désir de défendre votre protégé vous rend un peu méchante avec nous. N'êtes-vous pas bien aise, Maria, que je sache défendre mes amis? Mon protégé, comme vous l'appelez, est à la fois sensible et raisonnable, ce qui a toujours eu un grand attrait pour moi. Oui, Maria, même dans un homme entre 30 et 40 ans. Il a très bien vu le monde, il a voyagé avec fruit, il a lu, il a réfléchi. Je l'ai trouvé très en état de m'instruire sur plusieurs objets. Il a toujours répondu à mes questions avec la politesse et la complaisance d'un homme bien né et instruit, sans pédanterie. Oui, oui, s'écria Maria légèrement. Il vous a appris que le soleil des grandes Indes était brûlant et que les mosquites y sont insupportables. Il me l'aurait dit sans doute, si je le lui avais demandé. Mes questions n'ont pas eu pour objet ce que je sais déjà. Peut-être, dit Willoughby, qu'il a été en état de vous parler des nababs, des différentes castes, des palanquins, des éléphants, des femmes de toutes couleurs. C'est un entretien très touchant, très intéressant et très instructif. Il n'est du moins pas méchant, dit Elinor. Mais je vous en prie, monsieur Willoughby, qu'est-ce que vous a fait le colonel Brandon, et pourquoi lui donnez-vous des ridicules? Moi? En aucune manière. J'ai beaucoup de considération pour lui, je vous assure. Je le regarde comme un homme très respectable, qui ne fait de mal à personne, qui a plus d'argent qu'il n'en peut dépenser, plus de temps qu'il n'en peut employer, et plus d'années qu'il n'en voudrait. Ajoutez à ce portrait, dit Maria, qu'il n'a ni génie, ni goût, ni esprit, que son imagination n'a rien de brillant, ses sentiments point de chaleur, et sa voix point d'expression. Vous décidez ces imperfections en masse avec tant de vivacité, dit Elinor, que tout ce que je pourrais dire paraîtrait insipide et froid. Comme il vous paraît lui-même, je dirais donc seulement qu'il est bon, sensible, indulgent, que son esprit est assez orné pour n'avoir nul besoin de briller en dépréciant l'esprit des autres, et que son cœur ne le lui permettrait pas. « Ah, Miss Dashwood, s'écria Willoughby, vous en usez mal avec moi. Vous tâchez de me désarmer par la raison, mais vous n'y réussirez pas. J'ai 3 grands motifs de haïr le colonel Brandon, contre lesquels vous n'avez rien à dire. Il m'a menacé de la pluie un jour que je désirais le beau temps. Il a trouvé des défauts dans mon nouveau carricle, et je n'ai pu le persuader d'acheter ma jument brune. Vous conviendrez que voilà des griefs impardonnables. Je veux bien convenir avec vous cependant qu'à tout autre égard, son caractère est irréprochable. Mais en faveur de cet aveu, accordez-moi de rire quelquefois un peu en parlant de lui, avec mademoiselle Maria.
Chapitre 11. Lorsque mesdames Dashwood vinrent s'établir dans ce qu'on appelait, improprement il est vrai, une chaumière, elles ne s'attendaient guère qu'elles y trouveraient presque les plaisirs de la ville, ou du moins assez d'engagement et de visites pour qu'il leur restât trop peu de temps à donner à des occupations sérieuses. C'est cependant ce qui leur arriva. Dès que Maria fut rétablie, les plans d'amusement de Sir George commencèrent avec une grande activité. Des balles à la maison du parc, des parties sur l'eau, des courses à cheval ou en carricle se succédèrent sans interruption. Un très beau mois d'octobre favorisait les promenades du matin. On revenait dîner chez Lady Middleton, et la danse, le jeu, la musique remplissaient les soirées. Willoughby ne manquait pas l'occasion de s'y rencontrer. Et l'aisance, la familiarité que Sir George établissait dans ses parties étaient exactement calculées pour augmenter l'inclination réciproque qui s'établissait entre lui et Maria, pour leur faire remarquer encore davantage leur perfection mutuelle, le rapport de leur goût et de leur talent, et la préférence décidée qu'ils s'accordaient l'un à l'autre. Elinor n'était pas du tout surprise de leur attachement. Elle aurait voulu seulement qu'ils l'eussent un peu moins manifesté, et 2 ou 3 fois, elle usa doucement de ses droits réunis de sœur aînée et d'amis pour adresser à ce sujet quelques tendres exhortations à Maria et lui faire sentir la nécessité de prendre de l'empire sur elle-même. Mais Maria détestait, abhorrait la dissimulation. Elle la regardait comme une fausseté impardonnable et cacher des sentiments qui n'avaient rien en eux-mêmes de condamnable lui paraissait non seulement un effort inutile, mais une ridicule prétention de la raison opposée à l'élévation des sentiments. Willoughby pensait de même, et leur conduite à tout égard montrait clairement leur opinion. Quand il était présent, elle n'avait des yeux que pour lui. Tout ce qu'il faisait était juste, tout ce qu'il disait était charmant. Si dans la soirée on jouait aux cartes, elle ne s'intéressait qu'à son jeu. Si on dansait, il était son partenaire pour toute la soirée. Et s'ils étaient obligés de se séparer, 1 ou 2 contredanses, ils tâchaient au moins d'être près l'un de l'autre. Lorsqu'on ne dansait pas, ils étaient toujours et toujours à causer dans un coin du salon. Si on se promenait, c'était lui qui la conduisait dans son carricle. Une telle conduite excitait, comme on le comprend, les railleries de toute la société. Mais il s'en embarrassait fort peu, et cherchait plutôt à les provoquer. Madame Dashwood, au lieu de gronder sa fille comme elle l'aurait dû, et de la retenir au moins par l'obéissance, puisque la raison n'avait pas de prise sur elle, partageait tous ses sentiments avec une chaleur presque égale à celle de Maria. Elle avait un de ces cœurs qui n'ont point d'âge et ne vieillissent jamais. Tout cela lui paraissait la conséquence très naturelle d'une forte inclination entre 2 jeunes gens vifs et sensibles qui se rendaient mutuellement justice. Au lieu de retenir Maria, elle renchérissait sur l'éloge de Willoughby. Elle le comparait à feu son époux et sa fille à elle-même dans le temps de leurs amours. Ah, comme c'était pour Maria le temps du bonheur! Qu'on se rappelle le charme d'une première passion, de ce sentiment si nouveau, si ardent, qui s'empare de l'âme entière. Et celle de Maria était formée pour l'éprouver dans toute sa force. Aussi s'attacha-t-elle à Willoughby 1000 fois davantage qu'à sa propre existence. Elle le voyait à chaque instant sans remords, sans contrainte, puisque c'était sous les yeux de sa mère qu'il approuvait, et que toutes les deux trouvaient de jour en jour de nouveaux motifs de l'aimer davantage. Norland et Sussex, et toute sa vie passée, étaient effacés de sa mémoire. Elle n'existait plus qu'en Devonshire, et pour son adoré Willoughby. La pauvre Elinor n'était pas aussi heureuse. Son cœur ne goûtait pas le même bonheur. Il était encore à Norland, et rien autour d'elle ne pouvait remplacer ce qu'elle y avait laissé. Ce n'était assurément ni Lady Middleton, ni Madame Jennings qui pouvaient la dédommager des entretiens dont elle gardait un si tendre souvenir. La dernière, il est vrai, était une excellente femme, mais une parleuse éternelle. Et comme au premier instant Elinor était devenue sa favorite, c'était toujours à elle qu'elle adressait ses discours. Elle lui avait déjà raconté son histoire 5 ou 6 fois, et Elinor savait toutes les particularités de son mariage et de celui de ses filles, tous les détails de la maladie de M. Jennings, tout ce que le pauvre cher homme lui avait dit en mourant, etc. Lady Middleton plaisait mieux à Elinor, mais elle eut bientôt remarqué qu'elle ne parlait pas, parce qu'elle n'avait rien à dire, et que ce calme qui d'abord allait assez bien à sa belle physionomie et lui donnait un grand air de décence et de retenue, n'était qu'un manque total d'idées et de sentiments.
On restait toujours avec elle au même point. Et depuis sa première visite à la chaumière, toujours également froide et polie, leur liaison ne s'était pas avancée d'une ligne. Elle disait aujourd'hui ce qu'elle avait dit hier, et presque dans les mêmes termes. Son insipidité était invariable, son humeur était toujours la même. Quoiqu'elle ne s'opposât point au parti de son mari, qu'elle veillât à ce que tout fût dans les règles, et que ses 2 plus grands enfants fussent toujours avec elle, elle ne paraissait y prendre aucun plaisir, mais aussi n'en recevoir aucune peine. Elle ne s'ennuyait ni ne s'amusait. Il lui était égal d'être là ou ailleurs. Elle était avec son mari et sa mère, de même qu'avec les étrangers. Et sa présence ajoutait si peu de choses à la société qu'on aurait oublié qu'elle était là, si des enfants bruyants et gâtés n'avaient pas été autour d'elle. Ce n'était donc pas une ressource pour Elinor. Et de toutes leurs nouvelles connaissances, le colonel Brandon était le seul qui excita en elle l'intérêt de l'amitié, et avec qui elle put s'entretenir avec plaisir. Willoughby lui était indifférent. Elle le trouvait assez aimable, mais il l'était rarement pour elle. Toutes ses attentions, tous ses propos s'adressaient à Maria. Cette dernière laissait, il est vrai, le colonel Brandon entièrement à sa sœur. Il trouvait sans doute dans l'aimable entretien d'Elinor quelque consolation de la parfaite indifférence de celle qui, malgré lui, occupait son cœur et sa pensée. Mais cette indifférence redoublait sa tristesse habituelle, et sa conversation n'était rien moins que gaie. Elinor le plaignait sincèrement, d'autant qu'elle avait lieu de croire que ce n'était pas la première fois qu'il était malheureux en amour. Un soir, pendant que tous les autres dansaient, ils voulurent se reposer et s'assirent à côté l'un de l'autre. Les yeux du colonel étaient fixés sur Maria, qui dansait avec Willoughby. Il dit avec un triste sourire : « Votre sœur, à ce qu'on m'assure, n'approuve pas les seconds attachements. Elle pense qu'on ne doit aimer qu'une fois. » « Oui, répliqua Elinor. Ses opinions sont un peu romanesques. Ou plutôt, à ce que j'imagine, elle croit qu'un second attachement ne peut pas exister. Je crois que c'est là son idée. Mais comment ne réfléchit-elle pas sur le caractère de notre bon père qui s'est marié 2 fois par inclination ? Elle est encore bien jeune et se fait des illusions. Dans quelques années, ses opinions seront établies sur des bases plus réelles. Alors il sera plus aisé de les définir et de les justifier. À présent, je lui en laisse le soin. Oui, dit le colonel, c'est probablement ce qui arrivera. Cependant, il y a quelque chose de si aimable dans les préjugés d'un jeune cœur qu'on est presque fâché du moment où il y renonce pour adopter les opinions générales. Je ne puis être de votre avis, dit Elinor. Il y a des inconvénients dans la manière de voir et de sentir de Maria que tous les charmes de l'enthousiasme et de l'ignorance du monde ne peuvent compenser. Son système a le funeste effet de nourrir son esprit de chimères qui l'égare et qui la rendront malheureuse quand la triste réalité les dissipera. Plus de vraies connaissances du monde lui seraient, à ce que je crois, bien avantageuses. Le colonel resta un moment en silence, puis il reprit avec un peu d'émotion dans la voix. Est-ce que votre sœur ne fait aucune distinction dans ses objections contre un second attachement ? Est-ce que ceux qui ont été malheureux dans un premier choix, ou par l'inconstance de son objet, ou par l'entraînement des circonstances, doivent rester indifférents tout le reste de leur vie ? Je vous assure, colonel, répondit Elinor, que je ne connais pas son système en détail. Je sais seulement que je ne lui ai jamais entendu admettre qu'un second amour pût être pardonnable. Ainsi, dit-il, il faudrait un changement total dans ses idées. Mais non, non, je ne le désire pas. Quand les idées romanesques d'un jeune esprit sont forcées de s'évanouir, combien souvent sont-elles remplacées par des principes trop communs, hélas, dans le monde, et trop dangereux. J'en parle d'après l'expérience. J'ai connu une jeune dame qui ressemblait extrêmement à votre sœur en tout point. Même chaleur de cœur, même vivacité d'esprit. Elle pensait et jugeait comme elle, et par un changement forcé, par une série de circonstances malheureuses. Ici, il s'arrêta soudainement, comme s'il avait pensé qu'il en disait trop, et donna lieu ainsi à des conjectures qui, sans cela, ne seraient jamais entrées dans la tête d'Elinor. Cette dame n'aurait nullement excité ses soupçons, mais le trouble visible du colonel, son interruption, convainquit mademoiselle Dashwood que ce qui la concernait était un triste secret, et de là, elle fut conduite naturellement à croire que l'émotion du colonel en parlant d'elle était relative à un tendre souvenir. Elle se tut, et ne lui fit aucune question.
Avec Maria, cela n'aurait pas fini ainsi. L'histoire entière se serait achevée dans son active imagination, si elle n'avait pu en obtenir la confidence, comme la plus mélancolique histoire d'un amour malheureux. Chapitre 12. Elinor et Maria se promenaient ensemble le matin suivant. La dernière confiait à sa sœur quelque chose qui, malgré toutes les preuves qu'elle avait de l'imprudence de Maria et de son manque de raison, la surprit par l'excès de son extravagance. Maria lui apprit avec un transport de joie que Willoughby lui avait fait présent d'un cheval. C'était une jument charmante qu'il avait élevée lui-même à Hautecombe, sa campagne de Somersetshire, et qui était exactement un cheval de femme, doux, sage, vif et d'une bonne hauteur. Sans considérer qu'il n'entrait pas dans le plan de sa mère d'avoir des chevaux, que si elle y consentait en faveur de ce don, il faudrait en acheter un autre pour un domestique, puis engager un palefrenier pour en prendre soin, et après tout cela bâtir une écurie pour le loger, elle avait accepté cet inconcevable présent sans hésiter, et le dit à sa sœur avec ravissement. Il compte, ajouta-t-elle, envoyer un de ces jours son jockey en Somersetshire pour la chercher, et quand elle sera arrivée, nous la monterons tous les jours, escortée par Willoughby. Nous irons tour à tour, vous et moi, car ma chère Elinor, vous en userez tout comme moi. Imaginez le délice de galoper dans cette plaine, de grimper à cheval ces collines. Elinor souffrait de faire évanouir ce songe de félicité. Il le fallait cependant. Elle rassembla son courage et tâcha de lui faire comprendre avec tendresse et raison qu'elle devait y renoncer. Maria ne voulait d'abord rien entendre. Elle avait réponse à tout. Elle était sûre que sa maman n'y ferait nulle objection. Un domestique de plus serait une bagatelle. Tout cheval serait bon pour lui. Il en emprunterait au parc, et pour écurie, le plus simple hangar serait suffisant. Alors Elinor essaya d'élever quelques doutes sur l'inconvenance d'accepter un présent d'un jeune homme qu'elle connaissait aussi peu. C'en était trop, et les yeux noirs de Maria brillèrent d'indignation. « Vous vous trompez, Elinor, dit-elle vivement, en supposant que je connaisse peu Willoughby. Il n'y a pas longtemps, il est vrai que je le vois, mais je le connais plus que qui que ce soit au monde, excepté vous et maman. Ce n'est ni le temps ni l'occasion qui déterminent les liaisons du cœur. C'est uniquement la sympathie, une disposition réciproque qui entraîne irrésistiblement. 10 ans sont quelquefois insuffisants pour connaître à fond quelqu'un qu'on voit tous les jours, et avec d'autres, 10 jours, 10 heures même, sont plus que suffisantes. Tenez, par exemple, je croirais plutôt me rendre coupable d'imprudence en acceptant un cheval de mon frère que de Willoughby. Je connais très peu John, quoique nous ayons vécu ensemble des années. Mais sur Willoughby, mon jugement est formé, et je le connais comme moi-même. » Elinor crut qu'il était plus sage de ne plus dire un mot sur un sujet qui tenait si fort à cœur à sa sœur. Elle la connaissait assez pour savoir que là-dessus, elle n'entendrait pas raison, et s'affermirait encore plus dans son idée. Il lui restait d'ailleurs un moyen plus sûr de réussir. Maria chérissait sa mère, et dès qu'Elinor lui eut représenté que madame Dashwood ferait des sacrifices et s'imposerait elle-même des privations pour que sa fille chérie eût ce plaisir, elle y renonça à l'instant, et promit de ne même pas tenter la bonté de sa mère et de ne pas lui parler de cette offre, qu'elle refuserait elle-même positivement la première fois qu'elle verrait Willoughby. Elle fut fidèle à sa parole, et quand Willoughby vint à la chaumière le même jour, Elinor, à sa grande satisfaction, entendit Maria lui exprimer à voix basse tout son regret de ne pouvoir accepter le cheval qu'il voulait lui donner. Elle lui dit les motifs qui lui avaient fait changer d'avis, et avec assez de fermeté pour qu'il n'essayât pas de les détruire. Son chagrin cependant fut très apparent, et après l'avoir exprimé avec vivacité, il ajouta aussi à voix basse. « Eh bien, Maria, ce cheval est encore à vous, quoique vous ne puissiez pas vous en servir à présent. Je vous le garderai jusqu'à ce que vous vouliez le réclamer. Quand vous quitterez Barton pour vous établir dans une plus grande maison, ma reine Mab, c'est son nom, vous y recevra. » C'est tout ce que put entendre Elinor, et de la manière dont ces mots furent prononcés, en nommant Maria par son nom de baptême, elle jugea leur intimité tout à fait décidée, d'un commun accord. De ce moment, elle ne douta pas qu'ils ne fussent engagés l'un à l'autre pour se marier, incessamment, et n'eut pas d'autre surprise, connaissant leur franchise à tous deux, que de la prendre par hasard. Emma lui raconta quelque chose le jour suivant,
qui la confirma tout à fait dans cette idée. Willoughby passa toute la journée avec elle, pendant que Madame Dashwood et Elinor s'habillaient. Emma resta seule au salon avec lui et Maria, et la petite fine mouche, sans avoir l'air de les regarder, faisait des observations qu'elle communiqua ainsi à sa sœur aînée. « Oh, Elinor, j'ai un grand secret à vous dire sur Maria. Je suis sûre qu'elle se mariera bientôt avec M. Willoughby. » Vous avez dit ainsi, Emma, depuis le premier jour que vous l'avez rencontré sur la colline. Et il n'y avait pas une semaine qu'il était reçu chez nous, que vous étiez certaine que Maria portait son portrait au cou. Et quand vous avez un jour tiré malicieusement par derrière le cordon qui l'attachait, c'était la miniature de notre vieux bon-oncle que vous avez mise à jour. Oui, c'est vrai. Mais à présent, c'est tout autre chose. Je suis sûre qu'ils vont bientôt se marier, car il a dans son portefeuille une grosse boucle des cheveux de Maria. Prenez garde, Emma. C'est peut-être les cheveux de quelque grande tante, de Madame Smith. Non, non, vous dis-je, c'est bien de Maria, j'en suis bien sûre, car je les lui ai vus couper. Hier, quand vous et maman sortîtes de la chambre, il s'approcha tout près d'elle sur le dos de sa chaise, et ils parlèrent ensemble si bas que je ne pouvais rien entendre. Mais il me semblait qu'il lui demandait quelque chose. Elle secouait ainsi la tête comme pour dire non, mais en même temps elle sourit en le regardant comme pour dire oui. Alors, il prit des ciseaux et coupa une longue boucle de ses cheveux, de ceux qui retombaient sur sa nuque. Il les baisa plus de 20 fois, et les enveloppant dans une feuille de papier, il les cacha dans son portefeuille. « Qu'avez-vous à dire à présent, mademoiselle Elinor? N'est-il pas vrai qu'ils sont engagés ?» Il fallut bien croire Emma, et d'autant plus facilement que son rapport était à l'unisson de ce qu'elle voyait chaque jour. Mais la sagacité de la petite ne s'exerçait pas toujours sur Maria, et la prudente Elinor n'en fut pas à l'abri. La bonne Madame Jennings, dont le plus grand plaisir était de railler et d'embarrasser les jeunes filles par des questions d'amour, et de découvrir le secret de leur cœur, attaqua la petite Emma sur le compte de sa sœur aînée. Il était impossible, dit-elle, qu'étant aussi jolie, elle n'eût pas un amoureux, et elle avait la plus grande curiosité de savoir son nom. La petite rougit, et se tournant vers sa sœur, « Puis-je le nommer ?» lui dit-elle. Tout le monde éclata de rire. Elinor même essaya de rire aussi, mais ce fut un effort pénible. Elle était convaincue qu'Emma n'avait, et ne pouvait avoir en vue, qu'Edward Ferrars, dont elle n'aurait pu entendre le nom sans une émotion qui aurait excité les railleries de Madame Jennings. Maria sentit vivement aussi ce que sa sœur devait souffrir, mais elle augmenta plutôt que de diminuer son trouble. Elle rougit beaucoup aussi, et dit en colère à Emma. « Rappelez-vous, Emma, que quelles que soient vos conjectures, vous n'avez pas le droit de les répéter. »« Je n'ai point de conjecture, répondit la petite. C'est vous, Maria, qui m'avez appris le nom de l'amoureux d'Elinor. » Les éclats de rire recommencèrent. Emma fut vivement pressée de dire ce nom. Elle s'en défendit. « Non, non, madame, voyez comme Maria est fâchée. Non, je ne veux pas le dire, mais je sais bien qui c'est et où il est. »« Oh, pour ce dernier point, mon enfant, j'en sais autant que vous, dit M. Jennings. C'est un Norland, j'en suis sûre. Je parie que c'est le curé de la paroisse. »« Non, non, pas du tout. Ce n'est point un curé, je vous assure. »« Non ? Eh bien, qu'est-il donc? Militaire, sans doute ? Encore moins. Il n'est rien du tout que l'amoureux d'Elinor. »« Emma, dit Maria en colère, vous savez fort bien que tout cela est vaine invention de votre part, et que cette personne n'est rien sans doute, puisqu'elle n'existe pas. »« Ah, mon Dieu, s'écria Emma, il est donc mort dernièrement, car je sais fort bien qu'il existait, et que les premières lettres de son nom étaient un E et un F. » Elinor s'était un peu éloignée sous quelques prétextes, mais elle entendait tout, et elle était au supplice. Pour la première fois, Lady Middleton lui parut très aimable en observant qu'il pleuvait beaucoup, et ramenant l'attention de chacun sur le temps et les nuages. C'était moins pour obliger Elinor que pour faire cesser un entretien qui l'ennuyait, mais le colonel Brandon saisit cette idée, parla de la pluie avec Milady, puis de la gentillesse de la petite Célina, puis de la bonté du thé, puis de l'élégance du service, et l'amour d'Elinor fut oublié. Mais il ne lui fut pas facile de se remettre de son trouble, et jamais elle n'avait mieux senti combien ce nom l'intéressait. Dans le cours de la soirée, Sir George proposa une partie de campagne pour le lendemain. Il s'agissait d'aller voir une très belle terre à 12 milles de Barton,
appartenant à un beau-frère du colonel Brandon. Il était absent, et il avait laissé les ordres les plus stricts pour que personne n'entrât chez lui que ceux que le colonel amènerait. Sir George vantait excessivement toutes les beautés de cette maison et des jardins, et sans doute il pouvait en parler, car depuis 10 ans, il y conduisait au moins 2 fois chaque été les hôtes qu'il avait chez lui. Il y avait entre autres une immense pièce d'eau et une grande chaloupe qui devait former un des plus grands amusements de la journée. On y porterait des viandes froides, des vins, on irait en calèche ouverte, en phaéton, en carricle, et chaque chose fut arrangée pour en faire une vraie partie de plaisir. Quelques personnes de la compagnie pensaient différemment. La saison était trop avancée, et le temps trop humide pour aller chercher le plaisir aussi loin. Il avait plu tous les jours pendant la quinzaine. Madame Dashwood était déjà très enrhumée, et à la prière instante d'Elinor, elle consentit à n'en pas être et à rester chez elle. Chapitre 13. La partie projetée tourna très différemment de ce qu'on avait imaginé. Les uns y voyaient un plaisir parfait, quelques-uns de l'ennui, d'autres de la fatigue. Il n'y eut rien de tout cela. Elle manqua au moment où on s'y attendait le moins. À 10 heures, toute la société était au parc, où on devait déjeuner amplement avant le départ. Sir George ne se possédait pas de joie. Il avait plu toute la nuit, mais le temps s'était éclairci sur le matin. Les nuages se dispersaient à l'horizon et le soleil paraissait. « Nous aurons un temps de Dieu, disait-il, et vous verrez Whitwell dans toute sa gloire. » Tout le monde était en train et de bonne humeur. On était décidé à s'amuser quoi qu'il arrivât, et l'on se montait en gaieté. Pendant le déjeuner, on apporta les lettres. Il y en avait une pour le colonel Brandon. Il la prit, regarda l'adresse, pâlit, et quitta immédiatement la chambre. « Qu'est-ce qui arrive à Brandon » dit Sir George. Personne ne répondit. « J'espère qu'il n'a pas reçu de mauvaises nouvelles, dit Lady Middleton. Mais il faut que ce soit quelque chose de bien extraordinaire pour laisser ma table de déjeuner si brusquement. » Dans moins de 5 minutes, il rentra. « Point de mauvaises nouvelles, j'espère, lui dit madame Jennings au moment où il ouvrit la porte. « Non, madame, aucune. Je vous remercie de votre intérêt. » Très vif, en vérité. Est-ce d'Avignon ? J'espère que votre sœur n'est pas plus malade. Non, madame, ma lettre est de Londres, et c'est simplement une lettre d'affaires. Mais comment se fait-il que la seule écriture vous ait tant troublé ? Venez, venez à côté de moi, cher colonel, racontez-moi ce que c'est. Quelque chose d'intéressant pour vous, j'en suis sûre. Ma chère maman, dit Lady Middleton, laissez de grâce le colonel achever son déjeuner. Voici votre tasse, colonel. Il la prit et la but rapidement sans s'asseoir. Peut-être est-ce pour vous dire que votre cousine Fanny se marie ? Est-ce cela ? dit madame Jennings. Non, madame, pas du tout. Eh bien donc, je sais ce que c'est. Et qui vous écrit, colonel ? J'espère qu'elle se porte bien. Qui ? Madame, dit le colonel en rougissant un peu. Oh, vous savez très bien de qui je veux parler. Le colonel, impatienté, ne répondit pas. Il s'adressa à Lady Middleton. Je suis très fâché, milady, lui dit-il, d'avoir reçu cette lettre ce matin. Elle m'oblige à partir de suite pour Londres. Pour Londres ? s'écria madame Jennings. Quelle folie ! Et que peut-on avoir à faire à Londres dans cette saison ? C'est moi qui perds le plus, dit-il, en étant forcé de quitter une société aussi agréable. Mais ce qui me chagrine surtout, c'est que je crains de faire manquer la partie de ce matin et que ma présence ne soit absolument nécessaire pour être amie à Whitwell. Tout le monde fut consterné. « Mais si vous écriviez un billet à la concierge, monsieur Brandon, dit vivement Maria, ne serait-ce pas suffisant ? Je crains que non, mademoiselle. Il faut absolument que vous veniez avec nous, s'écria George. Il n'y a point d'affaire plus importante au monde que de ne pas déranger une partie sur le point de commencer. Renvoyez votre départ pour la ville à demain, Brandon, voilà tout. Je voudrais que cela me fût possible, dit-il avec fermeté, mais je ne puis retarder mon départ d'un jour. Si vous vouliez seulement nous dire de quoi il est question, dit madame Jennings, et nous conter votre affaire, nous déciderions si elle est si pressée ou si vous pouvez rester. Vous ne perdrez que 5 ou 6 heures, dit Willoughby, si vous vouliez seulement différer jusqu'à notre retour. Je ne puis pas perdre seulement 1 heure, répondit le colonel.
Elinor entendit Willoughby qui disait à voix basse à Maria: il est de ces gens maussades qui ne peuvent supporter une partie de plaisir. Il avait peur de s'enrhumer ou d'être mouillé, j'en suis sûre. Et il a inventé cela pour faire manquer celle-ci. Je voudrais parier 50 guinées que cette lettre est de sa main. Je n'en doute pas, dit Maria. Il n'y a pas moyen de vous persuader, dit Sir George. Quand une fois, vous avez mis quelque chose dans votre tête. Je sais cela depuis longtemps. Vous voyez cependant combien vous nous contrariez. Le colonel répéta encore tout son chagrin d'en être la cause, mais déclara que son départ était inévitable. Eh bien donc, quand vous reverra-t-on ? Bientôt, j'espère, ajouta Lady Middleton, et nous remettrons la partie de Whitwell à votre retour. J'aurai le temps de tout mieux arranger. Vous êtes très obligeante, madame, mais mon retour est si incertain que je n'ose prendre aucun engagement. Je vous déclare, dit Sir George, que si vous n'êtes pas ici à la fin de la semaine, je vais vous chercher. Oui, oui, Sir George, faites cela, s'écria madame Jennings. Vous saurez alors ce que c'est que cette affaire et vous me le direz. On vint avertir le colonel que son cheval était prêt. Vous n'allez pas à cheval jusqu'en ville, dit Sir George. Non, seulement jusqu'à la première poste. Eh bien, je vous souhaite un bon voyage, entêté que vous êtes. Allons, un effort de complaisance, renvoyez ce cheval. Je vous jure que cela n'est pas en mon pouvoir. Il prit congé de toute la compagnie, qui lui rendit son salut avec humeur, à l'exception d'Elinor qui n'avait pas dit un mot pour le retenir, et qui le salua avec affection. N'y a-t-il aucune chance, mademoiselle Elinor, lui dit-il, de vous voir à Londres cet hiver avec votre sœur ? Je crains qu'il n'y en ait point. Je vous dis donc adieu pour plus longtemps que je ne voudrais, dit-il avec émotion. Il lui prit la main qu'il serra doucement et fit un simple salut à Maria. Madame Jennings voulait encore le retenir pour lui faire dire son secret, mais il lui souhaita le bonjour et quitta la chambre avec Sir George. Les plaintes, les regrets, les lamentations, les reproches, les sarcasmes, les conjectures que la politesse avait retenues éclatèrent à la fois dès qu'ils furent sortis, lorsque madame Jennings fit taire tout le monde en disant « Je crois que j'ai deviné l'importante affaire qui nous a tous rendus si malheureux. »« Quoi donc, chère dame, qu'est-ce que vous croyez ? Dites vite !» s'écria chacun. « Je suis sûre que c'est pour Miss Williams. »« Et qui est Miss Williams ? demanda Maria. »« Quoi ? Vous ne connaissez pas Miss Williams ? Vous en avez au moins entendu parler. »« Pas du tout, je vous jure. »« Eh bien, Miss Williams, dit-elle avec un sourire fin, est une proche parente du colonel. Très proche en vérité. Je ne veux pas dire en toutes lettres à quel degré pour ne pas blesser les oreilles des jeunes dames. » Et, baissant un peu la voix, elle dit à Elinor : « C'est sa fille naturelle. »« Vraiment ? Vous me surprenez ? » ?»« Oui, comme je vous le dis. Et le colonel l'aime comme ses yeux. Je suis sûre qu'il lui laissera toute sa fortune. » Sir George rentra et se joignit de grand cœur au regret général. Mais il finit par observer que, puisqu'on était rassemblés, il fallait au moins faire tous ensemble quelque chose qui serait peut-être aussi divertissant. Après quelques consultations, on convint qu'on irait courir de côté et d'autre, suivant sa fantaisie, pendant quelques heures, puis qu'on reviendrait dîner au parc. Lady Middleton trouva que c'était beaucoup plus convenable que de dîner en plein air. Elinor fut du même avis par d'autres motifs. Les voitures furent ordonnées. L'élégant carricle de Willoughby fut prêt le premier. On comprend qu'il devait conduire Maria, et jamais celle-ci n'avait paru plus heureuse qu'en se plaçant à côté de lui. Et vraiment, c'était le plus beau couple qu'il fut possible de voir. Ils partirent comme l'éclair et furent bientôt hors de vue, et on n'entendit plus parler d'eux jusqu'au retour général. Ils étaient partis les premiers, ils revinrent les derniers. Tous deux paraissaient enchantés de leur promenade, dont ils ne donnèrent aucun détail. Ils dirent seulement que pour rouler plus vite, ils étaient restés dans la plaine. Les autres, pour jouir de la vue, s'étaient promenés sur les hauteurs. Sir George avait décidé que pour se consoler du départ du colonel, on s'amuserait toute la journée et qu'on danserait après dîner. Il y avait, outre la compagnie ordinaire, toute la nombreuse famille Carré de Nerton. On était 20 personnes à table, ce que Sir George remarqua avec grand plaisir. Willoughby prit sa place accoutumée entre Elinor et Maria. Il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient assis, lorsque madame Jennings, se penchant entre Elinor et Willoughby,
prit le bras de Maria et lui dit, assez haut pour être entendu de tous deux: « Je sais où vous êtes allée ce matin, Miss Maria. Je l'ai découvert malgré tous vos beaux mystères. » Maria rougit et dit vivement: « Où donc, madame ? » « Ne saviez-vous pas, dit Willoughby, que nous nous étions promenés dans mon carricle ? » « Oui, oui, monsieur, je le savais bien. Mais j'étais décidée de savoir aussi où ce carricle vous avait mené, et je le sais. J'espère, Miss Maria, que votre future maison est de votre goût. Elle est à mon gré une des plus grandes et des plus belles que je connaisse, et quand je viendrai vous voir, j'espère que je la trouverai bien arrangée et meublée de neuf. Les meubles actuels sont trop antiques, n'est-ce pas ? C'est la seule chose à quoi j'ai trouvé à redire quand j'y fus, il y a 6 ans. Et vous ne les aurez pas trouvés en meilleur état ce matin. » Maria se détourna en grande confusion. Madame Jennings rit aux éclats et conta ensuite à Elinor qu'elle avait chargé sa femme de chambre Betty, adroite autant que gentille, de savoir du jockey de M. Willoughby où son maître avait conduit Miss Dashwood, et qu'ainsi elle avait appris positivement qu'il l'avait menée au château d'Altenham, et qu'ils avaient passé toute la matinée à se promener dans la maison et dans les jardins. Elinor pouvait à peine le croire. Il lui semblait également inouï à M. Willoughby de l'avoir proposé et à Maria d'avoir consenti d'aller dans la maison où vivait une femme respectable qu'elle ne connaissait point et chez qui elle ne pouvait être admise. Aussitôt qu'on fut sorti de table, elle prit sa sœur à part et le lui demanda. Et à sa grande surprise, elle trouva que tout ce que Madame Jennings avait dit était exactement vrai. Maria était tout à fait revenue de son premier moment de trouble et se fâcha presque de ce que sa sœur en doutait. « Qu'est-ce qui vous étonne donc, Elinor ?» lui dit-elle. « Pourquoi serais-je pas allée voir Altenham, puisque j'en avais une si bonne occasion ? Ne vous ai-je pas entendu dire vous-même que vous en auriez grande envie ?»« Oui, Maria, mais j'aurais attendu que Madame Smith n'y fût plus ou voulût m'y recevoir, et je n'y serais surtout pas allée seule avec M. Willoughby. M. Willoughby est certainement la seule personne qui ait quelque droit de m'y introduire, et qui puisse me montrer en détail la maison et les jardins. Son carricle ne contient que 2 places, et je ne pouvais avoir personne avec moi. Je vous assure, Elinor, que dans toute ma vie, je n'ai passé une plus délicieuse matinée. »« Il est fâcheux, reprit doucement Elinor, que le plaisir et la convenance n'aillent pas toujours ensemble. Au contraire, Elinor, cela vaut beaucoup mieux. Et ce que vous dites est la plus forte preuve en ma faveur. Si j'avais blessé le moins du monde les convenances ou la décence, j'en aurais eu le sentiment. Vous m'accorderez, j'espère, qu'on sent toujours quelque chose de pénible quand on fait ce qui n'est pas bien. Et avec cette conviction, je vous assure que je n'aurais eu nul plaisir. Mais, ma chère Maria, dit Elinor avec une extrême tendresse, ne pensez-vous pas aussi qu'un sentiment plus vif encore peut aveugler ? Vous vous êtes déjà trop exposée peut-être à de malicieuses remarques ? Ne commencez-vous pas à vous douter que vous y avez peut-être donné lieu, et votre promenade peut les augmenter ? Madame Jennings et ses sottes railleries, interrompit Maria, me sont très indifférentes. Tout le monde et vous-même, Elinor, vous y êtes sans cesse exposée. Je n'attache pas plus de prix à sa censure qu'à son approbation. Je n'ai point du tout le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal en me promenant dans les jardins de Madame Smith ou en voyant sa maison. Elle doit un jour appartenir à M. Willoughby et... lors même qu'elle devrait aussi vous appartenir, dit Elinor, cela ne justifie point ce que vous avez fait. Maria rougit beaucoup, mais plutôt de plaisir que de peine. Et après quelques minutes de silence, elle passa un bras autour de sa sœur et lui dit avec son charmant sourire: « Peut-être, Elinor, ai-je fait une étourderie en allant à Altenham. Pardonnez-la-moi, je ne puis m'en repentir. M. Willoughby avait la passion de me le montrer, et c'est une charmante habitation, je vous assure. Il y a surtout un petit salon au premier étage, précisément comme il le faut pour un établissement de tous les jours. Lorsqu'il sera meublé avec élégance, il sera délicieux. Il est situé à l'angle de la maison, et il y a 2 vues différentes, d'un côté sur le boulingrin, et au-delà sur un beau grand bois. De l'autre côté, c'est l'église et le village, et derrière, cette belle colline que nous avons si souvent admirée. Encore n'ai-je pas vu le salon à son avantage, les meubles sont si antiques. Mais, comme dit Willoughby, avec quelques centaines de guinées, nous en ferons... On peut en faire la plus charmante chambre d'été de toute l'Angleterre. » Ainsi finit le sermon d'Elinor. Elle ne dit plus rien, et Maria allait continuer sa description d'Altenham avec le même feu,
quand elle fut rappelée pour la danse. C'était Willoughby. Elle lui donna la main et dansa toute la soirée avec lui, sans se rappeler un mot de ce que lui avait dit sa sœur. Chapitre 14. Le départ soudain du colonel Brandon et la fermeté qu'il avait mise à en cacher la cause excitèrent la plus vive curiosité chez Madame Jennings, et pendant 3 ou 4 jours elle en fut occupée au point que la course de Maria avec Willoughby fut tout à fait mise de côté. Elle avait deviné juste, elle était contente et n'y pensait plus. Elle était trop bonne pour se plaire à tourmenter ces pauvres jeunes gens qui s'aimaient comme on doit s'aimer à leur âge, qui rivalisaient tous deux en beauté. Rien de plus naturel, mais il n'y avait rien à dire. Mais ce colonel, que peut-il lui être arrivé ? Elle errait de conjecture en conjecture. C'était sûrement quelque chose de très fâcheux. Elle avait vu cela sur son visage, et la voilà à penser à toutes les espèces de maux et de malheurs qui pouvaient tomber sur lui. Pauvre cher homme, j'en suis tout effrayée. C'est peut-être une affaire dangereuse, une banqueroute, que sais-je. Il est possible qu'à ce moment, qu'il soit entièrement ruiné. Sa belle terre de Delaforte n'a jamais rendu plus de 2000 louis par an, et son frère lui a laissé beaucoup de dettes. Je sais cela positivement. Que ne donnerais-je pas pour savoir à présent la vérité et le vrai but de ce voyage à Londres, si pressé qu'il ne peut le retarder d'1 heure. Peut-être que cela regarde Miss Williams, et en rassemblant toutes les circonstances, je sais que c'est cela même. Il rougit quand je la nommai. Ne l'avez-vous pas remarqué ? Moi j'étais en face de lui. Je le regardais au blanc des yeux et je ne me trompe pas. Peut-être est-elle malade à Londres, peut-être morte. Rien dans le monde de plus vraisemblable. J'ai une idée qu'elle est très délicate. Je parie tout au monde que cette lettre regardait Miss Williams. Non, non, ce n'est pas une banqueroute, il est trop prudent et trop sage. À moins, quoi qu'il en dise, que ce ne soit sa sœur qui le demande à Avignon. Il est très bon frère, et cela expliquerait cette grande presse. Enfin, à la bonne heure, qu'est-ce que cela me fait à moi ? Quoi que ce soit, on le saura pourtant un jour. Je souhaite de tout mon cœur d'apprendre qu'il soit hors de peine et qu'il est une bonne femme par-dessus le marché. C'était à Elinor que Madame Jennings adressait toutes ses conjectures, en s'étonnant beaucoup qu'elle ne partageât pas son inquiétude. Elinor s'intéressait infiniment au colonel, mais elle ne voyait aucune raison de s'alarmer pour lui. Elle était d'ailleurs trop occupée des amours de sa sœur et de Willoughby, et de l'extraordinaire silence que tous les deux gardaient sur leur projet de mariage pour s'inquiéter d'autre chose. Elle ne savait comment expliquer ce mystère, incompatible avec leur caractère à tous les deux, tandis qu'ils n'en mettaient pas même assez dans leur inclination réciproque. Pourquoi ne pas s'ouvrir ? Pourquoi ne pas s'ouvrir entièrement soit à elle, soit à Madame Dashwood ? Cette dernière ne se conduisait pas de manière à faire craindre un refus à Willoughby, qu'elle comblait d'amitié, comme s'il eût déjà été son beau-fils. Et quand toute sa conduite disait qu'il aspirait à le devenir, pourquoi continuait-il à se taire ? Elinor ne pouvait l'imaginer. Elle comprenait bien cependant qu'il était possible que, quoique Willoughby fût très amoureux de Maria, il ne fût pas le maître de l'épouser immédiatement. Il était indépendant, il est vrai, mais tant que Madame Smith vivrait, il n'était pas assez riche pour s'établir. Sa terre de Hautecombe ne lui rapportait, d'après Sir George, que 600 ou 700 pièces par an, qui lui suffisaient à peine pour sa vie de garçon, et souvent il s'était plaint devant elle de sa pauvreté. Malgré cela, il était singulier qu'avec l'extrême franchise dont il faisait profession, et que Maria mettait sans cesse à la tête de toutes les vertus, il ne leur échappa jamais un mot, ni à l'un ni à l'autre, sur un projet d'union qu'ils formaient bien certainement. Mais étaient-ils réellement engagés ensemble ? Toute leur conduite l'affirmait, et surtout cette course à Altenham. Cependant, quelquefois, une espèce de doute traversait l'esprit d'Elinor et l'empêchait d'avoir une explication avec sa sœur. Si vive, si sensible, si peu raisonnable, lui pardonnerait-elle l'ombre d'un doute sur celui qu'elle aimait si passionnément ? Souvent aussi, Elinor reprenait en lui une entière confiance. Toute sa conduite était si franche, si ouverte, qu'il croyait peut-être n'avoir pas besoin de s'expliquer plus clairement. Il était avec Maria le plus tendre et le plus attentif des amants, et avec sa mère et ses sœurs, le fils et le frère le plus affectionné. Il avait l'air de les regarder toutes comme ses parentes et la chaumière comme sa maison. Il y passait bien plus de temps qu'à Altenham, et lorsqu'il n'y avait pas d'engagement général au parc, il y restait des jours entiers à côté de Maria,
Son chien favori couchait à ses pieds, lisant, faisant de la musique, comme s'il eût déjà fait partie de la famille. Une soirée particulièrement, environ une semaine après le départ du colonel, son cœur sembla s'ouvrir avec plus d'abandon et d'attachement pour tous les objets qui l'entouraient. Il était comme à l'ordinaire seul avec sa mère et les 3 sœurs, quand Madame Dashwood parla de ses projets d'agrandir et d'embellir la maison le printemps suivant. Aussitôt, il rejeta cette idée avec beaucoup de feu et de sentiment, comme ne pouvant supporter la pensée d'aucun changement dans un lieu qui lui était si cher tel qu'il était, et qui lui paraissait parfait. « Quoi » s'écria-t-il. « Embellir cette chère demeure ? Non, non, je n'y consentirai jamais. Pas une pierre ne doit être ajoutée à ces murs, pas un coin ne doit être changé, si vous avez le moindre égard à mes sentiments. » Madame Dashwood sourit et lui tendit la main en silence, mais avec l'air attendri. « Ne soyez pas alarmé, mon cher Willoughby, » dit Elinor gaiement. « Maman fait beaucoup de projets, cela ne coûte rien, mais il n'en est pas de même de l'exécution, et nous ne serons jamais assez riches pour bâtir. »« J'en suis charmé, s'écria-t-il. Puissiez-vous toujours être pauvre, si vous ne savez pas mieux employer vos richesses. »« Bien obligé du souhait, mais Willoughby, » dit Madame Dashwood. « Mais soyez assuré que je sacrifierai sans peine tous mes projets d'embellissement à ce touchant sentiment d'affection locale que vous venez d'exprimer. Fiez-vous à moi là-dessus. Quelque riche que je devienne, je ne dépenserai pas mon argent d'une manière qui vous serait aussi pénible. Mais êtes-vous réellement assez attaché à cette maison pour n'y voir aucun défaut ? » ?»« Aucun, je vous jure, dit-il avec feu. Je vous dirai plus, je la regarde comme le seul endroit sur la terre qui me donne l'idée du parfait bonheur domestique. Et si j'étais, moi, assez riche pour bâtir, je jetterais bas ma grande maison de Hautecombe pour la rebâtir exactement sur le plan de votre chaumière. Sans oublier cet étroit et sombre escalier et la cuisine qui fume, dit Elinor. Oui, sans rien oublier, exactement comme ceci. Les petits inconvénients même, ils tiennent aussi à des souvenirs, et la moindre variation m'avertirait que ce n'est pas la chaumière de Barton. Oh, je pourrais peut-être alors être aussi heureux à Hautecombe que je l'ai été ici. J'espère, reprit Elinor, que même avec le désavantage d'un grand escalier et d'un beau salon, vous trouverez aussi le bonheur dans votre maison. Il y a certainement, dit Willoughby, des circonstances qui pourraient aussi me la rendre bien chère, mais cette demeure-ci aura toujours des droits sur mon affection qu'aucune autre ne peut avoir. Oh, qui rendra l'expression de plaisir, de bonheur, de tendresse, de passion qui se peignit alors dans les yeux de Madame Dashwood et de Maria. C'était l'amour maternel et l'autre amour dans toute leur force. Toutes les deux regardèrent l'aimable enthousiaste de la chaumière, de manière à lui dire qu'on l'avait entendu. Combien de fois ai-je souhaité, ajouta-t-il, quand je venais à Aldenham, que cette charmante demeure fût habitée. Jamais dans mes promenades je n'ai passé devant sans admirer sa situation, sans regretter que personne n'y vécût. Avec quel plaisir j'appris en arrivant cette année chez Madame Smith que ce vœu était exaucé. J'éprouvai une satisfaction, un tel intérêt pour cet événement, qui m'était si étranger, que je ne pus l'expliquer que comme un pressentiment du bonheur qui m'attendait. « Ne le pensez-vous pas aussi, Maria ?» dit-il un peu plus bas en se penchant de son côté. Et, continuant plus haut, il dit vivement. « Et vous voudriez gâter cette demeure, Madame Dashwood ? Vous voudriez lui ôter le charme de sa simplicité et ce cher petit salon où notre connaissance a commencé, où j'apportais Maria dans mes bras, où j'ai passé au milieu de vous tous tant d'heures délicieuses. Vous voudriez le dégrader, en faire une allée où tout le monde passerait pour entrer dans un salon plus grand, plus beau peut-être, mais qui n'aurait jamais pour moi le prix de celui-ci, où tout parle à mon cœur, où on est si bien, si agréablement établi. » Madame Dashwood lui promit encore que rien n'y serait changé. « Vous êtes la meilleure des femmes et des mères, » lui dit-il en serrant sa main entre les siennes. « Cette promesse commence déjà à me rendre heureux. Étendez-la plus loin. » Le cœur d'Elinor battit. « Dites-moi que non seulement votre maison restera toujours la même, mais que j'y trouverai toute ma vie cette affection, cette bonté avec laquelle vous m'avez reçue, et qui m'a rendu cette demeure si chère. » Il n'en dit pas davantage. Elinor aurait voulu quelques mots de plus, mais Maria avait l'air si contente qu'elle le fut aussi. Madame Dashwood lui fit la promesse qu'il demandait,
Et la conduite de Willoughby pendant toute cette soirée témoigna son affection et son bonheur. « Venez dîner demain soir avec nous, mon cher Willoughby, lui dit Madame Dashwood, quand il sortit. Sans cela, nous ne nous verrions pas de la journée. Nous voulons aller au parc faire une visite à Lady Middleton, mais nous reviendrons de bonne heure. » Il accepta et promit d'être chez elle avant 4 heures le lendemain. Et salut! Alors, les choses se précisent entre Maria Willoughby et en fait là Willoughby me paraît, je me méfie en fait parce que donc au début ils sont tout mignons, ils passent beaucoup de temps ensemble, ils ne font que discuter, parler de littérature, de musique, ils dansent ensemble. Et Willoughby il est tout le temps chez eux. Mais quand il devait du coup aller à Whitwell, qui est la maison du frère aîné du colonel Brandon, et que du coup ils n'ont pas pu y aller parce que le colonel Brandon devait repartir à Londres, ils sont partis tous les deux chez Madame Smith, donc la vieille tante dont doit hériter Willoughby. Donc Willoughby qui n'a... Bon, il roule pas sur l'or, mais il n'est pas sur la paille non plus. Et je me demande en fait s'il veut pas la séduire, Maria. Enfin, la séduire dans le sens où s'il veut pas coucher avec elle, tout simplement. Et si comme elle qui est tellement dans l'expression de ses sentiments, et puis qu'elle a tellement mis Willoughby sur un piédestal, je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça. Je commence à m'en méfier. Et alors Madame Jennings, mais alors quel gossip c'est! Mais incroyable! Le pauvre colonel Brandon, là, qui doit partir un peu en catastrophe à Londres, il a l'air quand même sérieusement inquiet. Et puis tout le monde insiste lourdement pour qu'il reste, c'est insupportable. Le mec, il va pas dire, c'est ma fille naturelle, donc ma fille née hors mariage, qui est malade, ou... Enfin, j'en sais rien, il peut avoir une tuile et puis aller à Londres sans avoir à se justifier. Enfin, ça m'agace un peu, en fait, le comportement de ces gens-là, à vouloir savoir à tout prix ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est qu'ils ont tellement rien à foutre de leur journée qu'il n'y a que ça pour les divertir aussi. De se réjouir à la fois du bonheur des voisins, mais aussi de tous les petits commérages, de dire que Maria et Willoughby, je les trouve assez mignons, même si j'ai une petite tendance à penser que Maria est un peu en train de se faire rouler dans la farine par Willoughby. Et alors quand ils étaient en train de critiquer Brandon, qu'Elinor du coup a défendu en disant ouais en gros c'est un mec qui est chiant, qui est pas intéressant, je me dis mais ça va quoi le melon? Parce que Elinor elle est peut-être d'aspect plus froide, plus raisonnable en fait. Elle me paraît quand même vachement ouverte d'esprit Elinor, ce qui n'est pas le cas de Maria. Madame Dashwood, je pense qu'elle vit un peu dans cette petite bulle, elle est bien, je suis pas sûre qu'elle soit mauvaise langue. Mais du coup, j'ai l'impression que Maria devient presque mauvaise langue, enfin encore plus mauvaise langue, sous l'influence de Willoughby, qui est un peu plus âgé. Parce que Maria, il me semble qu'elle a 18 ans et Willoughby en a 25. Donc il a 10 ans de moins que le colonel Brandon, qui en a 35. Et donc il me semble qu'on n'avait pas eu encore le nom de la plus jeune sœur d'Ashwood, donc c'est Emma, qui a l'air plutôt choupette comme gamine, hein, enfin une petite jeune fille de 13 ans qui a un petit peu envie de savoir ce qui se passe autour d'elle, qui est toute contente parce que elle a l'impression que Maria et Willoughby vont se marier, elle a l'impression d'avoir entendu des choses, etc. Et j'ai l'impression que ça la nourrit un peu tout ça, enfin ça la nourrit un peu de romanesque en fait, c'est assez coco, c'est mignon. Je me demande pourquoi il ne veut pas que même, enfin Madame Dashwood, elle vit dans la chaumière, certes c'est pas chez elle dans le sens où elle n'est pas propriétaire, mais elle est en train de dire, ah bah tiens, je pourrais peut-être modifier cette pièce-là, etc. Donc je sais pas s'il a des prétentions sur cette chaumière. Est-ce qu'il s'est pas foutu dans la merde sur un plan financier et qu'il se dit pas que s'il se marie avec la petite, il va pouvoir aller vivre là gratos?
Je sais pas, moi j'ai presque l'impression qu'il veut la chaumière. J'ai l'impression qu'il est quand même plutôt... j'ai l'impression de fausseté. Je vous souhaite une bonne soirée.